C'est officiel, le Parti socialiste, par le truchement de son premier secrétaire Olivier Faure, annonce laisser passer le 49.3 de Sébastien Lecornu. Voilà. Donc déjà c'est officiel, il va y avoir un 49.3. Il est voté aujourd'hui, je crois, c'est cet après-midi là. On est là pour ceux qui regardent la VOD là, il est midi, on est le 20. Je pense que la VOD sera sortie, peut-être que le 49.3 sera déjà passé. En tout cas, bon bah voilà, c'est un petit peu décalé. On va regarder quoi qu'il en soit la justification d'Olivier Faure sur France Inter. Il était sur France Inter ce matin avec Benjamin Duhamel. Voilà. Donc le Cornu annonce hier soir, comme prévu, qu'il allait utiliser le 49.3. Il y a de bonnes chances pour qu'il ne le fasse pas par ordonnance. Et comme prévu, le PS décide de ne pas censurer le gouvernement. Voilà. D'ailleurs, au moment où le Cornu a dit on va faire le 49.3, a priori, c'est qu'il avait déjà un accord avec le PS de non-censure. Sinon, il l'aurait pas fait par 49.3, il l'aurait fait par ordonnance. Parce que même si le gouvernement avait été censuré, par ordonnance, le budget serait quand même passé. Vous voyez ? Donc, comme prévu, il y a un accord entre Olivier Faure et le Cornu et il décide de ne pas censurer. Problème ! Le Cornu s'était engagé à abandonner le 49.3 contre la non-censure. Et Olivier Faure et le PS avaient dit on ne censure pas à condition que le 49.3 soit abandonné. Donc le deal qu'il y avait entre le PS et Sébastien Lecornu, entre le PS et les macronistes, c'était pas de 49.3, suspension de la réforme des retraites. Si ces deux cases sont causées, si ces deux cases sont cochées, on peut continuer, on vous censure pas. Bah, il se trouve que bon, déjà la réforme des retraites, c'est même pas une suspension, c'est un décalage de merde. Et en plus là, du coup, les conditions de la non-censure, du coup, ils ont renégocié leur deal, ils sont en mode genre non, en fait, on va passer par 49.3. Mais on a eu des avancées. Voilà. Donc bon, on arrive enfin à la fin de ce feuilleton budgétaire sur le PS, les trahisons. Moi, ça me paraît clair maintenant que le Cornu, il va rester au gouvernement jusqu'en 2027. Bravo le Cornu. Bravo Sébastien Lecornu. Tout le monde croyait qu'il était mort. Il a été le Premier ministre le plus éphémère de la Ve République. Après, on l'a remis Premier ministre juste derrière. On se disait, il veut battre son PB et être encore plus éphémère. C'est quoi ce délire ? Et au final, il a réussi. Il a réussi son pari. Il a réussi à s'acoquiner avec le PS. Bravo. Bravo à lui. On se souviendra de lui comme d'un véritable servant de la nation française, Sébastien Lecornu. À un moment donné, il n'est pas venu pour être populaire. Il est venu alors que tout portait à croire qu'il n'allait pas pouvoir rester. Mais par responsabilité, par sens de l'honneur et du service de la nation. Il n'a pas pensé à sa petite personne. Il a pensé à la stabilité, à la continuité de nos institutions. Il a parvenu contre toute attente à garder cette stabilité. Par le travail parlementaire et politicien. Bravo Sébastien Lecornu, ce moine soldat. Je dis ça pour rigoler, mais vraiment, à droite, ça va être ça. Ça va être ça, Sébastien Lecornu. Il va arrêter en mode genre, mission accomplie. En 2027, à la fin de Macron, il va être en mode, j'ai fait ce que j'avais à faire. C'était peut-être pas le truc le plus stylé de la Terre. Je passe pas pour un mec trop stylé, mais j'ai été un serviteur honnête, humble de la nation. L'intérêt supérieur de la France avant mes intérêts politiciens. À vous les studios. Et après, au bout de 6 mois, ça va commencer à le sucer. Et après, il va tenter de faire une carrière là-dessus. Clippez. Vous allez voir que ça va se passer. En 2027, il fait un discours un peu comme ça. Il y a des droitards qui commencent déjà à faire. Oui, il rend l'honneur à la politique. Bravo, monsieur Lecornu. Et 2 ans plus tard, il commence à écrire un bouquin et il tente de continuer à grimper. Parce que je pense que quand Sébastien Lecornu, parce qu'il est jeune en plus Sébastien Lecornu, je pense qu'il est en mode je suis encore au début de ma carrière de politique. S'il arrive à tenir, et je pense que là, ça c'est ce qui se passe là, c'est le signe que Sébastien Lecornu va tenir jusqu'en 2027, il va être en mode ok, j'étais Premier ministre à mon âge, c'est assez jeune, tout le monde pensait que j'allais me faire niquer, au final je me suis pas fait niquer. Bon début de carrière. What's the next step ? Donc je pense qu'il va prendre son temps et voilà. Lecornu is the future de Villepin. Je pense qu'il va avoir un truc un peu comme ça. Il va être en mode genre ok, là j'ai un espèce de capital politique de par la séquence que j'ai fait où j'étais ce Premier ministre qui a réussi à sauver la France de l'instabilité contre toute attente et en étant humble et sérieux. Pas pour me mettre en avant, pas pour ma petite carrière. Il va essayer de vivre sur ce buzz pour tenter de revenir ou je ne sais quoi. J'en suis convaincu. Clippez. Ça, je mets quasiment ma main au feu, quoi. Voilà. Je croyais que sa mission était finie. Mais du coup, Macron, il va le laisser au gouvernement. Il va le laisser Premier ministre, il va pas se barrer. Mais je veux dire, sa mission était finie au sens où s'il arrive à faire passer ce budget, il n'y a pas de raison qu'il se fasse censurer par la suite. Là, il a passé le baptême de feu. Maintenant, il peut rester jusqu'en 2027. Et je pense que Macron, il va être en mode très bien, reste jusqu'en 2027, et voilà. Donc là, il va se passer ça, probablement. Ensuite, il y a les municipales, c'est dans pas longtemps. Et dès que les municipales seront passées, on sera dans l'arc présidentiel 2027. Attention, ça va arriver vite, très, très vite. Pourquoi je dis ça ? Parce que là, bon bah voilà, il n'y aura pas de législative anticipée, il n'y aura pas de censure, il n'y aura pas de dissolution de l'Assemblée nationale. On tourne cette page-là, enfin une bonne fois pour toutes. Bon, elle était déjà quasiment tournée, mais là c'est clair et net, c'est officiel. Donc là,
petit incartade par les municipales, clac. Et après, dès avril de cette année, ça y est, on sera à un an des présidentielles. L'arc présidentiel 2027 va s'apprêter à commencer. Et c'est aussi à cet égard que là, le PS décide de prendre cette décision de ne pas censurer, tourner cette page-là et préparer la suite, finalement. On est dans cette méta. Il y a juste les municipales avant et après, let's go. Ça va arriver très, très vite. Très, très vite. Donc voilà, je voulais quand même commencer en vous montrant ça. Regardez, Olivier Faure, il y a 3 mois. Je ne vois pas comment nous pourrions éviter la censure du gouvernement Lecornu. Sur France Inter, il y a 3 mois. Sur France Inter, il y a 2 mois. Nous sommes sur une voie de passage étroite, mais elle existe. Et Olivier Faure, maintenant, la naïveté, c'est de penser que par une dissolution, on pourrait obtenir une majorité D. France Inter qui a mal uploadé sa vidéo. Mais voilà quoi. Il est en mode genre, non, mais je vois pas comment on pourra pas censurer. 1 mois, c'est cool. Non, je pense qu'on va pas censurer. 2 mois, c'est cool. Bravo, vive Sébastien Lecornu. Ils ont changé la fusil d'épaule progressivement, mais quand même assez rapidement. Hein. Aïe. Merci pour le clip. Merci pour le clip Volvanic. On le garde de côté, celui-là. On le garde de côté, le clip. Moi, je dis clippez ça. On va voir s'il réussit après shot. Attendez. Bougez pas. Je le mets dans mes onglets. Voilà. Celui-là, je le mets dans mes onglets. Hop là. Merci beaucoup pour le clip. Donc voilà, en tout cas, on va regarder Olivier Faure, quoi. Attendez. Mais ils ont corrigé leur titre, France Inter, ou quoi? Ah bah super. Regardez, ce community manager est payé avec nos impôts, un rappel. Hein. Il s'est pas effrayé d'écrire sa phrase. Bravo. Bref, on va regarder l'interview d'Olivier Faure et on va soupirer très très fort, du coup. Vous l'avez. C'est parti. 7h... C'est parti. Hop là. Et hop là. 7h49 sur Inter, Benjamin Duhamel, vous recevez le premier secrétaire du Parti Socialiste. Bonjour Olivier Faure. Merci. Bonjour Benjamin Duhamel. Merci d'être avec nous ce matin sur France Inter alors que l'on s'approche enfin du dénouement de ce jour sans fin budgétaire. Le Premier ministre qui va recourir aujourd'hui au 49.3 pour que le volet recettes de ce... Il a dit comme moi, on s'approche enfin de la fin de ce jour sans fin budgétaire. Ah, ça commence à bien faire. Moi je suis soulagé. Là c'est en mode, ça y est, c'est enfin clair et net. Vraiment cette page a été tournée. Je veux dire, c'était déjà le cas en vrai quand ils ont décidé de ne pas censurer il y a 2 mois, mais il y avait encore la porte ouverte à peut-être un retournement de situation, vu tous les épisodes qu'il y a eu à ce feuilleton interminable là. Mais là c'est bon. En fait, il y a plein de gens qui commencent à décrocher. Là, c'est la dernière saison. La dernière saison, il y a la moitié des gens ils ont décroché, ils l'ont même pas regardé. Mais pour ceux qui ont regardé la dernière saison, là enfin on s'approche du season final et du series final. Enfin, libérez-nous, libérez enfin. Merci Olivier Faure de nous avoir enfin libéré de ce feuilleton débile. Il aurait fallu être plus rapide, hein, voilà. Aïe. Rien de traite, c'est leur putain de fonctionnement, etc. Oui, je suis d'accord. Le mot traîtrise, du coup, n'a plus de pertinence maintenant. C'est plus une histoire de traîtrise ou pas traîtrise, quoi. Après, parler de fonctionnement normal, de tatati tatata, je sais pas, parce que là, quand on regarde depuis 2022, il y a plein de choses qui n'étaient pas normales, quoi. Voilà. Il y aurait pu avoir d'autres scénarios, quoi. Dire le PS, c'est comme ça, tatati tatata, je veux bien. Mais Jean-Luc Mélenchon vient du PS. Alors après, il s'est barré du PS pour faire autre chose. Mais voilà, Benoît Hamon, il était candidat PS en 2017, il s'est barré du PS juste après. Donc on aurait pu avoir un scénario bizarre en mode voilà, Olivier Faure Redemption Arc, il finit lui-même par se barrer du PS parce que les éléphants hollandistes l'énervent ou quoi que ce soit. C'était pas totalement impossible et inimaginable un scénario comme ça aussi. Pour la simple et bonne raison que Mélenchon, ancien du PS, a fini par se barrer du PS. Benoît Hamon, ancien du PS, a fini par se barrer du PS. Dire le PS fonctionne tout le temps comme ça, oui, mais il aurait pu avoir une restructuration de la gauche française où le PS s'affaiblit de fou, quoi. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est pour ça qu'il y avait un côté où j'étais en mode à voir, je ne sais pas. Mais il s'est passé tellement de trucs inattendus ces derniers temps que j'étais en mode je ne ferme aucune porte. Mais là, bon, voilà. Là, c'est bon, les portes sont refermées. La page enfin se tourne et tant mieux. Parce que ça faisait 1 an et demi qu'on était dans ce truc de feuilleton budgétaire. Budget soit adopté, vous aviez fixé 2 conditions pour ne pas censurer le gouvernement. 1, transparence sur la copie finale. 2, que les économies ne soient pas faites, je cite, sur le dos des Français. Question simple, est-ce que pour vous ces 2 conditions sont remplies? Est-ce que vous nous dites ce matin, on ne censurera pas, les socialistes ne censureront pas le gouvernement? Alors il va dire, oui, enfin, j'appelle les députés socialistes à ne pas censurer le gouvernement. Les représentants du peuple, les députés ont le choix de conscience dans leur vote, mais la consigne est donnée. Bon, on n'a pas encore vu la copie finale, mais de ce que je comprends, de ce que nous dit le Premier ministre, effectivement, ces conditions seront remplies. Donc, vous ne censurerez pas le gouvernement? Donc, nous ne censurerons pas le gouvernement. Ça va être la question posée ce matin au groupe parlementaire, mais effectivement, c'est ce... Mais il y a 2 mois, vous aviez dit que vous censuriez en cas de 49.3. Il y a 2 mois, le 49.3 était la condition sine qua non à la non-censure. Il fallait abandonner le 49.3. Je ne sais pas ce que c'est la nature de votre deal avec le Cornu. Pas de 49.3, comme ça on censure pas. Et au final, ils sont en mode bon, non, en fait, on va faire un 49.3 main dans la main.
où c'est prévu de ne pas censurer. Quand même. Merci Zella, merci beaucoup Zella pour ton 21e mois d'abonnement, let's go. Et bien joué pour la manif à Nice. Du coup, attends, tu m'as répondu? Tu faisais partie des orgas ou pas là? Dis-moi, je crois que tu m'as répondu. Je vais voir une notif tout à l'heure. Ouais, t'as participé à l'orga, c'est trop bien ça. Ça fait plaisir. Oui, bah bien joué hein. De ce que j'ai vu là dans la vidéo, il y avait du monde en vrai. Hein. Il y a du monde de fou. Restons humbles. Bah oui, mais c'est bien, c'est cool. Félicitations. Et merci pour le sub. Let's go. Les éléphants, ça n'a pas une bonne mémoire normalement? Bah, les éléphants du PS, c'est pas vraiment Olivier Faure. On pense plus à les François Hollande, Cazeneuve, Cambadélis. De base, c'est plus ceux-là les éléphants du PS quoi. Mais Hollande, il est dans sa lane depuis le début. Hein. C'est là que tu vois Hollande, c'est un fin politicien. Hein. Lui, il a fait l'anguille à dire tout et son contraire. Et en vrai, il a été plutôt relativement bon, Olivier Faure. Il est détestable, mais de son propre point de vue et du propre point de vue du PS. Il y a un côté où il a été fin, il a embobiné tout le monde, il a tout et son contraire pendant des mois. Là, ça se décante de cette manière-là. Mais s'il le fait, c'est parce qu'il se dit, ok, on a une strate derrière. Il est pas incohérent, Olivier Faure. Moi, je trouve que c'est pas un mauvais politicien. Pas un mauvais politicien, ça veut pas dire qu'il est basé. Hein. Ça veut dire que c'est pas un mauvais politicien. Ça veut dire que les trucs de manigance et de politique politicienne, il sait naviguer là-dedans avec une forme d'aisance et de talent, en vérité. Hein. Voilà. Il change son fusil d'épaule en fonction de la situation. Voilà. Et Hollande, pareil. En vrai, Hollande, il est dans sa lane depuis le début et il prépare la suite. Hein. Et méfions-nous. S'il y a un axe Olivier Faure, Hollande, en vrai, ils ont de la suite dans les idées. Et c'est pas des mauvais politiciens. Quand je dis c'est pas des mauvais politiciens, c'est au sens tambouille politicienne, quoi. Pas au sens des idées qu'il véhicule, vous voyez. Donc voilà. Mais en vrai, comment Méluche a été au PS, c'est tellement inadapté. Alors, soit il y a une forme comment dire, c'est quoi le contraire de diabolisation? Angélisation? Merde, c'est quoi le mot que je cherche? De dire quand on met quelqu'un un peu sur un piédestal. Normalisation, non? Une version un peu idéalisée, peut-être, ou une idéalisation de ce qu'est Jean-Luc Mélenchon. Soit il y a ça, soit c'est que le PS a pu changer, quoi. Aussi. Le PS post-Mitterrand, est-ce que c'est le même que le PS pré-Mitterrand? Le PS à l'époque où Mélenchon il y était? À quel moment s'est barré Mélenchon du PS? C'est pour ça que le PS a évolué quand même. Voilà, entre le PS de avant Mitterrand et le PS de François Hollande, il y a eu des évolutions en interne, etc. Quoi. Donc en gros, soit Mélenchon, on l'idéalise, en vérité, il est plus SOSDEM qu'on ne le pense, je pense qu'il y a un petit peu de ça, soit le PS a aussi évolué, et voilà, et du coup il y a une cohérence là-dedans. Quoi. Moi je pense que c'est un peu entre les deux. Un peu entre les deux, quoi. À voir. Mais n'oubliez pas que Mélenchon est fan de Mitterrand. Hein. Voilà. Il est vraiment fan de Mitterrand, c'est un admirateur de Mitterrand. Il y a un article que j'ai pas lu, mais que j'aimerais bien lire en live, un article de Romaric Godin. Encore lui, il fait que des bangers articles, hein, Romaric Godin. J'ai jamais lu un mauvais article de lui, donc dans Mediapart, où il parle de l'héritage de Mitterrand et la fétichisation, on va dire, de ce que a pu être Mitterrand, quoi. En mode genre le mitterrandisme, l'angle mort de la gauche française. C'est un peu ça le nom de l'article. En mode genre tout le monde est trop matrixé encore par Mitterrand et il dit y compris LFI, y compris Jean-Luc Mélenchon, et donc ça montre bien qu'il y a un problème de gauche française avec cette espèce d'idéalisation de la figure de Mitterrand, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça il y a des trucs en mode voilà Mélenchon et LFI, moi je les soutiens et c'est très bien, mais bon, ne les idéalisons pas non plus, quoi. Voilà. Bref. Ce que je plaiderais auprès d'eux. Donc, grâce à vous, Sébastien Lecornu va pouvoir se maintenir. L'étape d'après, c'est quoi? C'est faire partie de la majorité, rentrer au gouvernement. En fait, c'est vous le nouveau Premier ministre, non, Olivier Faure? Vous êtes sympa, mais enfin, la réalité, c'est que je ne le suis pas. Attends, de quoi? Méluche se fait tenir les couilles à gauche par les militants et il est d'accord avec cette posture, c'est ça qui est bien? Je comprends pas ce que tu veux dire. On dit Mitran? Et que ce budget n'est pas le mien. Simplement, vous connaissez la situation, nous n'avons pas de majorité absolue pour quiconque depuis la dissolution. Bah oui, à ce moment-là, on aurait pu, je sais pas, censurer le gouvernement, que Macron dissout l'Assemblée nationale, on repart en campagne, ne pas trahir le NFP dès le début. Enfin, il l'a pas fait dès le début, ça a pris quelques temps. S'il était resté fidèle à la ligne NFP, le mandat sur lequel il a été élu, qu'il n'avait pas trahi, entre guillemets, qu'il s'était juste comporté, on va dire, comme les écolos et les communistes. Ce qui n'est pas non plus, voilà, c'est juste censurer quand il y a l'occasion d'essayer de censurer, rappeler l'inéligibilité du gouvernement, etc. S'ils avaient tenu la ligne du NFP de législative de 2024, le PS, et que c'était parti en dissolution législative anticipée, je pense sincèrement que le NFP, qui n'existe plus, mais qui, voilà, il n'existe plus à cause du PS. Si le NFP avait tenu, parce que le PS avait tenu la ligne, que ça s'était rebarré en législative anticipée, je pense sincèrement que le NFP aurait progressé. Il aurait pu progresser, en tout cas en se donnant les moyens. Peut-être que le RN aussi aurait progressé, probablement. Mais je veux dire, partir du principe que tout retour aux urnes, ça aurait affaibli la gauche en France, c'est faux. Ou alors c'est peut-être vrai, mais pourquoi? Parce que le PS n'est pas resté fidèle au mandat que lui imposait l'élection par le NFP. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc en vrai, si Faure et le PS avaient tenu la ligne, si le NFP était resté ce qu'il était en 2024 quand il a été élu, et que c'était reparti en législative, je veux dire, oui, voilà. On aurait pu peut-être dégager une majorité et gouverner à gauche dans ce pays. Mais lui, il part du principe que c'était mort, donc autant aller manigancer avec les macronistes. C'est aussi ça le problème. Mais encore une fois, pourquoi il fait ça ? Parce que Olivier Faure et le Parti Socialiste préparent la suite, préparent l'après-Macron. C'est dans leur intérêt, et notamment leur intérêt pour 2027, qu'ils décident de faire ce choix-là et de trahir le NFP. Parce que l'électorat sur lequel ils comptent s'appuyer par la suite, c'est pas l'électorat qui les a élus. C'est l'électorat des déçus du macronisme, avec la fin du macronisme. J'en ai déjà parlé hier. Ouais, voilà, exactement, Charles Louis. Le plan du PS est de récupérer les déçus du macronisme, avec Raphaël Glucksmann et Place Publique qui ferait partie tampon entre les déçus du macroniste et le PS. C'est ça. Hein. Majorité absolue pour quiconque depuis la dissolution. Et je ne vais pas reprendre l'édito de Patrick Cohen Non, s'il vous plaît. pour expliquer ce qui se passe, mais enfin la réalité c'est ça, c'est que quand personne n'a de majorité, il faut un changement culturel. Ce changement Il n'y a culturel, pas de changement culturel. c'est d'accepter de négocier, y Mais compris alors pourquoi il y a 49-3 avec des gens qui vous font face. Moi, je ne suis pas devenu macroniste. C'est ça le truc, c'est que c'est ce qu'il disait à la base. Il disait, je ne fais pas partie de la majorité, simplement on va essayer de faire un budget. Et quand il disait abandon du 49-3, c'était justement changer de culture parlementaire, trouver un compromis, discuter autour d'une coalition imparfaite, mais à même de garder la stabilité du pays. Et pour ça, il a dit, abandon du 49-3, comme ça on est obligé de se parler et de trouver un compromis. Donc ce fameux changement culturel dont il est en train de parler là, était justement conditionné à l'abandon du 49-3 par le Cornu, selon ses propres termes il y a 2 mois. Donc c'est incohérent ce qu'il dit. Justement, le fait que ça passe par 49.3, c'est que cette stratégie de changer de culture parlementaire ne fonctionne pas. Et que du coup, vous avez décidé de rejoindre le socle macroniste, le fameux socle commun. Le Premier ministre n'est pas devenu socialiste, mais il y avait la nécessité... Et moi, tu penses qu'il y a un monde où c'est encore Hollande qui se présente au présidentiel, ça me semble fou, mais de plus en plus possible. Je pense vraiment qu'il y a un monde où c'est ça. Disons que dans cette sphère-là, du PS. Maintenant, voilà, de toute façon, il y aura un candidat de gauche LFI, il y aura un candidat de gauche PS. Peut-être qu'il sera à Place Publique, je ne sais pas qui ça sera exactement. Pour LFI, on a un doute quand même. Et voilà. Et après, est-ce qu'il y aura une troisième candidature type écolo-unioniste par-dessus, ou est-ce qu'ils vont rallier un des deux camps ? Là, la question est encore là. Et justement, il va falloir travailler un petit peu à ça pendant l'année 2026, je pense. Toujours est-il que l'espace politique que représente Olivier Faure, le Parti Socialiste, Raphaël Glucksmann et compagnie, vont devoir avoir quelqu'un pour incarner cette sphère-là, on va dire, cette sphère politique-là pour 2027. C'est évident. C'est pas un secret de polichinelle de le dire. Glucksmann, il pue la merde, il risque de pas envoyer Glucksmann parce qu'il est trop mauvais. Donc du coup, il reste qui ? Moi, je pense que ça peut être... François Hollande, c'est une de leurs meilleures cartouches. Boris Vallaud, peut-être. Boris Vallaud ou Hollande. Pour moi, je serais dans ce camp politique-là, je dirais on envoie Hollande ou Vallaud. Sans ça, on va se faire baiser. Voilà, je pense. Mais bon, après, on peut pas prêter à l'avenir là-dessus. Pour les uns... Mais pour moi, c'est pas lunaire de se dire François Hollande pourrait représenter ce camp à la politique, à la présidentielle. Vallaud, personne le connaît, un peu, mais il est président du groupe parlementaire, il a une certaine légitimité, il parle bien, il présente bien même d'une certaine manière. Vous voyez ? Je sais pas. Le Premier ministre n'est pas devenu socialiste, mais il y avait la nécessité pour les uns et pour les autres de composer avec une majorité qui n'est pas celle... Enfin, Ils vont faire 3% max, quel que soit leur candidat, détrompe-toi. Non, je pense pas. Parce que ça sera pas pareil. Il n'y a pas Macron, là. Il n'y aura pas de candidature macroniste à proprement parler. Il y aura une candidature centriste, machin. Mais le bloc macroniste va s'effriter, est en train de s'effondrer. Et toute la stratégie du PS, c'est de récupérer justement l'aile gauche de l'électorat macroniste, pas de la Macronie. Ils vont s'allier avec des anciens macronistes. Exact. Et le rôle de Glucksmann et de Place Publique, c'est justement de faire le trait d'union entre ces deux trucs-là. Donc je veux dire, la composition pour la présidentielle de 2027 sera pas la même qu'en 2022. Donc moi, je pense qu'ils vont faire un score pas dégueulasse. Hein. Et c'est parce que ça sera pas le même électorat que l'électorat qu'ils n'ont pas pu avoir, on va dire, en 2022. Genre, l'électorat qui cherchait en 2022 le PS avec la candidature de Hidalgo, c'était l'électorat quand même globalement de gauche. Centre-gauche, mais globalement de gauche. Cet électorat-là a préféré voter pour Jean-Luc Mélenchon parce que le projet était plus séduisant. Il a eu une belle dynamique de campagne, et il y a eu un peu de vote utile, etc. Là, ça va pas être ça. Là, ils vont pas militer envers le même électorat. Ils vont être en mode genre, les macronistes, là, ceux qui étaient plus ou moins convaincus à la base par le macronisme, mais en fait, là, vous trouvez qu'il est en train de se barrer full droitard, votez pour nous. Et Hollande pourrait bien représenter ça. Donc là, moi, je pense qu'ils vont pas faire 2%, 2-3%, ils vont faire plus que ça. Hein. Voilà. Ils vont représenter un électorat orphelin de la fin du macronisme. Vous êtes devenu la béquille du macronisme. Mais les mêmes mots que Marine Le Pen. Mais si tu verras, il va y avoir Borne, Attal, Darmanin qui vont essayer d'aller au présidentiel. C'est pas certain que le PS récupérera leur voix. Mais je veux dire, dans l'électorat là représenté par le bloc macroniste, il y en a qui sont un peu plus vaguement progressistes, qui seraient plus tentés par un vote PS. Il y en a qui ont envie d'aller vraiment vers la droite, quoi. Donc Darmanin, ça ne va pas être le même socle électoral. Les amis, je suis désolé, je vais devoir vous ressortir mon graphique. Hein. Il est où ?
Merde, il est où? Je sais plus où il est. Attendez. C'est ça qui est en train de se passer. Je l'ai prédit. Je l'ai prédit depuis le début. Attends, est-ce que je vais le retrouver? Putain, je sais plus où il est. Mon beau graphique. On avait même un truc spécial pour. Dans les marque-pages. Il est où? Je le retrouve pas. C'est dramatique. Tant pis. Mais je veux dire, pour moi, on va vers une quadripartition, vous voyez. Là, il y a 3 blocs. Je pense que électoralement, il va y avoir la gauche, le centre-gauche, on va dire, avec une partie de l'électorat macroniste, une partie de l'électorat qui était un peu NFP, quoi. Une partie vraiment droite, en mode LR, aile droite de la Macronie, et une partie extrême droite. Vous voyez? Donc non, moi je pense que il peut y avoir 2 candidatures issues de l'effondrement du bloc macroniste, une plus à droite et une plus à gauche. Voilà. Et celle plus à gauche, elle risque d'y avoir le PS dedans, quoi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Même relève d'une forme de convergence sur la forme au moins. Que Marine Tondelier parle de naïveté, vous concernant? Mais la naïveté, c'est de penser que. C'est pas le 5 graphique, c'est mon graphique à moi. Par le biais d'une dissolution, arriver. Désolé Ribot dans la sauce, mais je ne reste pas d'accord. Le barycentre du paysage politique, c'est tellement extrême droitisé qu'un électorat macroniste vote aujourd'hui à droite, si ce n'est à l'extrême droite, qui ne dit pas son nom. Mais ça dépend. Quand je dis ça, c'est les déçus du macronisme aussi. C'est sur le bloc sociologiquement, je veux dire. On va dire la petite bourgeoisie de centre-gauche qui aimerait voter PS, mais là, ils ont voté utile, soit Macron, soit autre chose, etc. etc. Je veux dire, c'est pas un bloc monolithique, l'électorat macroniste, parce que c'est justement comme ça que Macron a gagné la présidentielle en 2017. C'est comme ça que Macron a réussi à émerger, a réussi à tout chambouler et être président 10 ans. C'est qu'il a réuni 2 électorats qui, traditionnellement, ne votaient pas pour les mêmes personnes. Il a phagocyté une bonne partie du PS, il a phagocyté une bonne partie de LR. Et donc, dans ce socle électoral, je pense que ce socle électoral va lui-même se scinder en 2. Entre d'un côté ceux qui sont un peu vaguement progressistes, qui pourraient être tentés par un vote Hollande, Glucksmann et compagnie, ceux qui ont voté Glucksmann aux européennes par exemple. Tu prends ceux qui en 2017 ont voté Macron et ont voté Glucksmann aux européennes, ceux qui en 2017 ont voté Macron et ont continué à voter Macron aux européennes, voire se sont partis plus vers la droite. Je pense que l'électorat qui a réussi à agglomérer Macron en 2017 et encore un peu en 2022, cet électorat-là, justement, va lui-même se scinder en 2 parce qu'il y aura 2 offres politiques qui sont différentes. Une de centre-gauche, entre guillemets, type PS, Raphaël Glucksmann, une de droite qui serait plus type, je sais pas, même Édouard Philippe ou un truc comme ça, quoi. C'est mon instinct, c'est mon avis, on peut ne pas être d'accord. Mais moi je pense que le bloc électoral macroniste s'apprête à se scinder en 2 parce que justement Macron a fait le tour de force de réussir à réunir 2 électorats qui de base ne votaient pas pour les mêmes personnes. Il a fait l'UMPS finalement. Et je pense qu'avec l'effondrement du macronisme, il y en a qui vont retourner vers l'UMP et il y en a qui vont retourner vers le PS. Moi c'est vraiment mon instinct et j'ai pas mal de signes qui me poussent à croire ça. Voilà. Obtenir une majorité de gauche dans 20 jours. Moi, ce que Après, je crois... je trouve ça plus pertinent ce que tu dis, Chadoko. La petite bourgeoisie de centre-gauche votera De Villepin, de droite éco, plus moins raciste, comme le Macron 2017. Voilà. Celui qui pourrait fragiliser peut-être une candidature type Hollande ou quoi que ce soit, à la limite, ça serait plus De Villepin, qui lui morderait sur plusieurs socles électoraux en même temps, quoi. Voilà, De Villepin, lui, pourrait foutre plus le bordel qu'un Darmanin. Pour moi, Darmanin, s'il fait campagne, ça sera à droite, il va pas marcher sur les plates-bandes du PS, vous voyez. Villepin, lui, pourrait marcher à la fois sur les plates-bandes du PS, mais même aussi sur les plates-bandes plus du centre-droit, entre gros guillemets, quoi. Voilà, mais c'est un peu compliqué tout ça. Voilà. De gauche dans 20 jours. Moi, ce que je crois, c'est que les Français ont fait Attal, Attal, il est issu du PS, il pourrait se retrouver, il est plus dans ce bloc électoral s'il commence à faire campagne, qui serait issu du Parti Socialiste. Et je pense qu'on va commencer à avoir ce genre de convergence. À l'approche de 2027, on va avoir des convergences entre les Elisabeth Borne, Agnès Pannier-Runacher, Gabriel Attal même, on va dire, tous ces macronistes issus du PS qui risquent de un peu retourner au bercail via le parti tampon place publique de Raphaël Glucksmann qui fait la liaison entre aile gauche de la Macronie entre guillemets et Parti Socialiste. Et il y a déjà des gens qui étaient historiquement dans l'aile gauche entre guillemets de la Macronie qui ont rejoint place publique, comme Aurélien Rousseau, ancien ministre de la Santé, et Sacha Houlié. Borne est grillé. T'inquiète. Nous, Hollande, il est pas grillé. La team Hollande-Borne, elle est grillée pour nous, mais ça pourrait satisfaire un électorat centriste, tu vois. Il y a 1 an et demi. Ils n'ont donné de majorité à personne. C'est juste que voilà, c'est l'arme entre gauchos, quoi. Et ils nous ont dit au fond, débrouillez-vous avec ça. Eh bien, on se débrouille avec ça. Oui, Attal, je le mets à gauche de la Macronie historiquement. Il vient du PS et tout, hein, donc après, il est un peu différent Attal, mais ouais. Et donc, on cherche à pour ça que je mets obtenir des le maximum. à Et chaque ce fois. que je dis ce matin aux Françaises et aux Français, c'est qu'il y a un parti qui s'est montré utile dans la période, c'est le Parti Socialiste qui a accepté sur la loi de financement de la sécurité sociale et sur le budget de l'État de faire avancer un certain nombre d'idées qui protègent et qui changent la vie des Valls Français. vient du PS aussi, bah ouais. Mais Valls, moi je le verrais plus s'acoquiner avec Olivier Faure et François Hollande qu'aller s'acoquiner avec Bruno Retailleau. Hein.
français. Et on va parler du fond dans un instant. Juste avant, sur le 49.3, je voudrais, Olivier Faure, vous citer les... Attends, elle est bien islamophobe et très droitier quand même, mais François Hollande, il a pas viré islamophobe. L'aile droite du PS, le printemps républicain, c'est quoi? Le printemps républicain est plus de temps associé que ça au PS. Il est associé avec la Macronie. Gabriel Attal, il est très printemps républicain dans l'âme. Mais les Hollande et compagnie, le PS et Raphaël Glucksmann, ils sont pas un peu comme ça aussi? Vous pouvez pas dire le PS est de droite. Et du coup dire, bah non, il ne pourrait pas y avoir une convergence entre Attal qui s'est droitisé et le PS de droite. Bah oui, tout ça est assez cohérent au final. C'est des droitards vaguement crari progressistes et qui vont aller se retrouver entre eux, quoi. Là où les droitards macroniens, on va dire, plus que macronistes, type Darmanin et tout, eux, ils sont vraiment extrême droitisés, quoi. Il y a les droitisés et les extrêmes droitisés. Et c'est peut-être comme ça. Voilà, je vais le dire comme ça. Peut-être que comme on est dans un chat de gauchistes, vous allez plus saisir ce que j'essaye de dire. Il y a la Macronie droitisée, le centre droitisé et le centre extrême droitisé. Et ça va se en deux. Le centre droitisé va aller plus du côté du PS et Glucksmann et compagnie, et le centre extrême droitisé va plus aller du côté de la droite et de l'extrême droite qui est en train de fusionner de toute manière. Et en gros, voilà, c'est un peu ces deux sensibilités macronistes. Au lieu de aile gauche, aile droite, il y a les droitisés et les extrêmes droitisés. Les droitisés vont retourner au barquet avec le PS, qui est un parti droitisé aussi, quoi. Et les extrêmes droitisés vont aller du côté droit de l'hémicycle à quasiment s'acoquiner avec le RN, quoi. Ou à minima être leur idiot utile, vous voyez. Voilà. Il y a les gauchisés et extrêmes gauchisés aussi. Let's go. Nous, on est les extrêmes gauchisés ici. Ouais! Ouais, c'est nous! Ouais! Ok, alors on reprend. Auteurs, ouvrez les guillemets, l'abandon du 49.3, c'est une revendication que nous avons posée depuis longtemps et qui correspond à une évolution de la pratique constitutionnelle qui permet que le Parlement et lui seul aura le dernier mot. Est-ce que vous savez qui a dit ça? C'est Olivier Faure. Ça aurait pu être moi. Eh ben c'est vous. Ouais. Le 3 octobre. Il est bon Duhamel! Il est bon Duhamel! Duhamel avec nous! Duhamel avec nous! 25 ans, pendant des années, on a... Jamil, quand il décide de préparer ses interviews et d'aller faire un peu le truc comme ça, moi, je soutiens critique. Non, mais je rigole quand je dis ça, c'est Benjamin Duhamel. C'est la blague, c'est la blague. Mais là, la question, c'est bien. Là, quand il pose des questions comme ça, Olivier Faure, Duhamel, on prend. Hein. Assimiler le 49.3 à un passage en force, quand on a vanté, je cite, la recherche du compromis contre la pensée paresseuse. Et là, on fait comme si de rien n'était. Et donc, engager sa responsabilité, utiliser le 49.3, ça passe. C'est bien pour ça. Il a raison, hein, là-dessus, la question est bonne. Moi, j'aurais pas posé la question différemment. Très bien. Je vous ai parlé de changement culturel. En plus, tu le fais comme ça, en mode genre, bah voilà, on avait dit le 49.3, nanana, au final, on s'en bat les couilles de ses promesses, monsieur. Non, là-dessus, il est bien. C'est qu'il y a des gens qui ont préféré, depuis le mois de décembre, même avant, appeler à l'usage du 49.3 pour éviter d'avoir à se poser la question de savoir quel compromis ils devaient faire pour permettre à un budget de passer. Quand vous avez une foultitude de groupes parlementaires qui vont jusqu'à refuser même le dialogue, qui ne veulent même pas continuer à dialoguer avec le gouvernement. Comment Mais Olivier Faure, est-ce que tu te souviens de 2024, Olivier Faure? C'était il n'y a pas longtemps. Hein. Tu te souviens le NFP? Do you remember? Le NFP? Ils ont une raison tout à fait valable, basée même je pourrais dire, et pour des raisons de démocratie, de refuser le dialogue. Pourquoi ils refusent le dialogue, le reste du NFP? Et là maintenant, même le groupe communiste et le groupe écologiste à l'Assemblée, ils n'ont pas été aux réunions avec le Cornu ou quoi que ce soit. Ils sont en mode, mais non. En fait, le mot d'ordre à la base, c'est, rappelez-vous quand même, rappelle-toi Olivier Faure, le mot d'ordre à la base, c'était en mode, la gauche doit être appelée à gouverner parce qu'on a gagné les élections législatives. À la base, on a quand même gagné les élections législatives. Quand je dis on, c'est le NFP. En fait, c'est ça. Et comme Macron a dit, je m'en bats les couilles, je ne respecte pas le résultat des élections, et bah le gouvernement est illégitime, et c'est tout à fait normal pour le reste du NFP, à part le PS, de se dire, bah non, c'est bon, allez vous faire foutre, on censure tout, parce que le gouvernement est illégitime de toute manière. C'était nous qui étions censés former une coalition, pas vous. À partir du moment où Macron a bafoué le résultat des élections législatives, c'est une raison largement suffisante, nécessaire et suffisante, pour dire, mais allez vous faire foutre, on rompt toute négociation en fait. Il est en mode genre, regardez, ils veulent pas faire du travail constructif. Non, c'est qu'ils s'en tiennent à la promesse qu'ils ont fait à leurs électeurs, contrairement à vous. Voilà. Et encore une fois, c'est parce que vous êtes en train de switcher de socle électoral, c'est juste ça. Est-ce qu'il n'y a pas un sujet de crédibilité de la parole publique? Quand pendant plusieurs mois, vous fixez comme préalable à la discussion l'abandon du 49.3, et là, on est au mois de janvier, pour qu'il y ait un budget, vous dites, bon bah écoutez, finalement, on passe ça par perte des profits. Oui, merci Benjamin Duhamel. Là-dessus, franchement, j'aurais pas dit les choses différemment. Effectivement, ils ont dit un truc, 2 mois après, ils font le contraire. Allô, quoi. Bien sûr qu'il y a un problème de crédibilité. Évidemment. Qui vous concerne aussi. Mais qui concerne tout le monde, toute la classe politique. Parce que, y compris ceux qui vous disent... Le NFP n'a rien gagné du tout, le NFP tient 2 semaines au gouvernement. Alors, Nolito Ratti, juste. Comment ça se passe dans les autres républiques parlementaires? On va par exemple prendre l'exemple de l'Allemagne. L'Allemagne, c'est
très souvent décrit par la France et par à peu près toute l'Union européenne et tout, comme étant une démocratie mature. Une vraie démocratie parlementaire. En France, c'est pas une vraie démocratie parlementaire, c'est un régime semi-présidentiel, c'est un peu bizarre. Le fait qu'on ait ce système parlementaire-là, tout en ayant l'élection du président de la République au suffrage universel direct, c'est une exception, ça fait qu'on a un régime semi-présidentiel assez imparfait constitutionnellement. À côté de ça, il y a beaucoup de gens, justement ceux qui disent « il nous faut une nouvelle culture politique du compromis et de la coalition », comme au hasard Olivier Faure ou même certains macronistes après 2024, ils aiment bien prendre un exemple le système allemand. Le système allemand, c'est un vrai régime parlementaire pour de vrai. Et qu'est-ce qui se passe? C'est toujours exactement pareil, et c'est le cas dans tous les régimes parlementaires, pas les régimes présidentiels ou les régimes semi-présidentiels, les régimes parlementaires, là où c'est vraiment le Premier ministre qui gouverne et pas le président, c'est toujours la même règle, c'est toujours la même chose. La coalition, arrivée en tête aux élections, est en charge de former une coalition de gouvernement. Et donc du coup, le président, ou là c'est non c'est pas le chancelier, si le président allemand aussi, pareil, parce qu'il y a un président allemand, et charge à la coalition arrivée en tête de former un gouvernement à travers des négociations avec les autres formations. Et c'est comme ça que ça se passe, dans tous les régimes parlementaires. Donc ce que Macron aurait dû faire si on vit dans un régime plus ou moins parlementaire, c'est leur dire, le NSP vous êtes arrivé premier, vous vous démerdez, mais c'est à vous de former un gouvernement, et c'est à vous de vous démerder pour que le gouvernement tienne. Et déjà, s'il avait fait ça, il aurait respecté le résultat des élections, il aurait respecté cette fameuse culture parlementaire où il est en mode genre, oh là là, je comprends pas, les députés, vous arrivez pas à vous entendre ensemble, elle est où la culture parlementaire? Alors c'est lui qui n'a pas respecté la culture parlementaire, cette fameuse culture parlementaire, en refusant de charger, pas de charger, mais de demander à la coalition arrivée en tête de former un gouvernement. Voilà. Je viens de faire ma découverte de stream à regarder pendant le repas. On fait quoi sur cette chaîne? Bon, on parle politique et actualité principalement. Voilà. Là, on réagit à Olivier Faure. Attention, stream de gros gauchistes. Hein. Attention, si tu découvres, voilà, que tu saches où tu mets les pieds, je préfère parler en toute honnêteté. Ils vont dénoncer le 49.3 maintenant. Et oui, stop les insultes, RJ6. Voilà. Je suis plus un stream à 50 viewers ici. Maintenant, on est en front page. J'aimerais bien que tu me foutes pas dans la merde. Salut Jean Massier. Voilà. C'est plus comme au début. C'est plus comme il y a 2 ans. Maintenant, il y a Jean Massier dans le chat. Tu te calmes, RJ6. Ça va, Jean? Tout va bien? Ça va streamer après? Ça va streamer les... Non, c'est pas question gouvernement. Le 49.3, c'est cet après-midi, on est d'accord, le vote du 49.3. Ça va live. Tout le monde, toute la classe politique, parce que y compris ceux qui vous disent et qui vont dénoncer le 49.3 maintenant. Ce sont ceux qui précisément ont poussé au 49.3. Attends, mais du coup, Jean Massier, toi qui t'y connais, toi qui vraiment, t'as même donné des cours de droit constitutionnel à la fac, si je dis pas de bêtises. QAG, c'est après, mais motion de censure vendredi. Ah, je crois que c'était aujourd'hui les motions de censure. Ok. J'ai pas dit de l'AD là sur tout le truc de la culture parlementaire, l'Allemagne, c'est à la coalition arrivée aux têtes de former un gouvernement. Tu valides ce que j'ai dit? J'ai pas dit de bêtises? Est-ce que je suis validé par un professeur de droit constitutionnel? Parce que moi j'ai appris tout ça un peu sur le tas, mais j'ai pas de formation là-dedans à la base, quoi. Donc j'ai pas envie de dire de bêtises. Ah, disons qu'on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord, mais ce que je viens de dire est pas incohérent. Ne négociez pas. Mais c'est une question de point de vue. Ok, c'est pas factuel, c'est juste qu'on n'est pas d'accord sur là ce qui se passe en ce moment même, mais j'ai pas dit de bêtises. Ok, ça va. Refusez même de dialoguer. Ça forcément, vous savez très bien ce qu'il se passera à la fin. Vous savez très bien que ça se passera par un 49.3. Et vous y contribuez, et ensuite vous le dénoncez. C'est le problème des postures. Et il y a trop de gens aujourd'hui qui sont dans la posture. Ce que nous avons refusé, nous, c'est d'être dans la posture et de chercher des solutions là où d'autres entretiennent des illusions. C'est ça la grande différence entre les uns et les autres aujourd'hui. Prenons 2 points précis de ce budget, Olivier Faure. D'abord, sur la fiscalité, il y aura bien une surtaxe de 8 milliards d'euros pour les grandes entreprises, comme c'était le cas dans le budget 2025. C'est 300 grands groupes qui sont concernés. Je voudrais vous lire ce que dit ce patron français de la tech cité dans le Parisien. Il va payer 100 millions d'euros avec cette surtaxe. Voilà ce qu'il dit. Ouvrez les guillemets. Ça correspond à 10 ans de budget de recherche dans le quantique. Quand vous dites... Ok, prendre des analogies comme ça. Il a pris un truc très précis, c'est la recherche dans le quantique. Alors après, c'est peut-être un mec qui fait de la recherche dans le quantique, mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on met pas assez d'argent dans la recherche sur le quantique? Ou ça veut dire qu'il va payer trop d'impôts? On peut avoir 2 conclusions là-dessus. Hein. Moi, je dirais que c'est qu'il y a conclusion de ce que vient de dire ce patron de la tech. Faut mettre plus d'argent dans la recherche en France, notamment dans le quantique et dans le reste. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Hein. Ou alors, il paye trop d'impôts. Moi, je trouve qu'il paye pas trop d'impôts. Hein. Et ça rejoint un truc qu'on dit tout le temps à gauche. Le problème, c'est pas le taux de prélèvement obligatoire en France qui est plus élevé que partout ailleurs. Le problème, c'est que quand on paye plus d'impôts que les autres pays et que derrière, la recherche est sous-investie, l'école est sous-financée, l'hôpital est sous-financé, et que derrière, on a l'impression que les services publics ne tiennent pas le coup par rapport aux impôts qu'on paye, eh ben, il y a un problème, quoi. Mais on peut voir ça des 2 manières. On peut se dire, oh, les services publics sont en train d'être délabrés de plus en plus, du coup, il faut baisser les impôts, parce que là, on paye des impôts pour rien. Ok, c'est cohérent. Et on peut dire, bon, bah, vu qu'on paye autant d'impôts, bah, ça serait bien que les services publics tiennent le coup.
parce qu'on paye beaucoup d'impôts. Il y a deux manières de le voir, quoi. Il y a la façon un peu de droite et de gauche, quoi. Ceux qui veulent renforcer les services publics et la sécurité sociale, et ceux qui veulent au contraire plutôt la détricoter. Les deux positions sont cohérentes, mais à partir du constat que fait ce patron de la tech, on peut avoir une conclusion de gauche aussi. Hein. On ne veut pas que des économies soient faites sur le dos des Français, les grandes Oui, il a entreprises. dit taxez-moi 2 fois plus pour financer le quantique. Moi, c'est ce que j'ai entendu, hein. Basé. C'est pas des Français qui travaillent, des sous-traitants qui sont impactés par ces augmentations d'impôts? Non, mais on parle là d'une surtaxe sur des entreprises, 300 entreprises, les Ouais. plus grandes de France. En gros, si on devait aller vite, le CAC 40. Ah bah 300, c'est plus que le CAC 40. Oui, ouais. d'accord, mais enfin, essentiellement des entreprises qui ont le niveau du CAC 40, qu'elles soient cotées ou pas. Et vous avez là, en fait, des gens qui se sont distribués l'an passé plus de 100 milliards d'euros de dividendes et de rachats d'actions. Vous pensez qu'on ne peut pas prendre 8 milliards? Vous pensez que c'est forcément sur les autres qu'il faut piocher? Je vois ce matin les éditoriaux dans la presse. Si, moi, je pense qu'on peut prendre 8 milliards, mais je pense même qu'on devrait prendre bien plus. Parce que ces 8 milliards-là, comparé à, je sais pas, l'argent avancé par la... Enfin, la taxe du patrimoine, c'était pas sur les entreprises, c'était sur les gens qui ont un très très grand patrimoine, mais y compris le patrimoine professionnel. Donc c'est sur les propriétaires de grandes entreprises. C'était pas directement sur l'entreprise. Après, encore une fois, plus on monte haut dans la bourgeoisie, plus bien personnel, bien professionnel, tout ça, c'est à peu près la même chose et c'est fusionné, quoi. On en parlait hier. Mais je veux dire, oui, mais le problème, c'est que c'est petit bras. Moi, je trouve ça petit bras, quoi. Donc ça n'a pas d'impact Je vois sur des les gens Français qui qui nous travaillent dans disent, ces il entreprises, aurait sur mieux les valu- sous-traitants qui Il y a des gens dépendent. qui disent il aurait mieux dépendent valu, de ces pardon grandes Benjamin Duhamel, entreprises. je vais finir ma phrase, Ouais. des gens qui nous disent il aurait mieux valu multiplier par 2 les franchises médicales, il aurait mieux valu faire en sorte que les pensions de retraite ne soient pas réindexées sur l'inflation, il aurait mieux valu, mais moi je prétends le contraire. Je dis que même les entreprises, si elles veulent un jour à nouveau gagner de l'argent, il faut aussi que les Français puissent consommer. Et ça, c'est pas possible de continuer à avoir un discours qui est celui qu'on connaît depuis trop longtemps, d'une politique de l'offre exclusive qui a mené le pays là où on sait, c'est-à-dire à plus de 3 000 milliards de dettes. Attends, mais, ce que je comprends pas vraiment, c'est que là, il sort le mot politique de l'offre. Et moi, je suis assez d'accord. Hein. Moi, je suis un électeur LFI. Bon. Moi, à la base, je suis communiste. Bon, j'ai arrêté avec cette blague tout le temps. Mais bon, il y a ce truc-là où, généralement, quand tu es de gauche de nos jours, par rapport au modèle, justement, de politique de l'offre, bon, là, c'est pas juste néolibéral, mais la politique de l'offre, c'est en gros, tu favorises les entreprises pour qu'elles créent de l'emploi, etc., etc. Et donc, du coup, l'emploi est créé et ça relance un peu la machine de cette manière-là. La politique de la demande, souvent, on appelle aussi ça des politiques de relance, c'est plus l'économie keynésienne, etc., etc. C'est dire, bon, maintenant, au contraire, on va plutôt augmenter les salaires, favoriser les salariés, favoriser les travailleurs, parce que du coup, bah, ils vont consommer un petit peu plus et c'est par la demande, par la consommation, qu'il va y avoir un cercle vertueux économique. Là où la politique de l'offre, c'est augmentant l'offre, tout en favorisant les entreprises, pour qu'il y ait ce cercle vertueux. Et donc, ce truc de politique de l'offre, c'est la politique économique en France depuis au moins Nicolas Sarkozy, c'était toujours le cas sous François Hollande, hein. Il a fait le CICE, voilà, exactement. Effectivement, quand on est de gauche, normalement en France, en BIC 2026, une des grosses caractéristiques de la gauche en France en 2026 économiquement, je parle pas de l'extrême gauche, anticapitaliste ou quoi que ce soit, ça serait de dire, bon, bah, passons d'une politique de l'offre à une politique de la demande. Essayons d'avoir une politique plus keynésienne, avec de la relance, par la consommation, par l'augmentation des salaires, etc., etc. Et donc, il parle de ça, il lâche le mot politique de l'offre, mais là, le budget qu'il vient de voter, justement, il n'y a pas de changement par rapport à cette politique de l'offre. Après, c'est juste budgétaire, c'est pas toute la politique économique de la nation pour autant. Mais je veux dire, c'est dans la continuité de la politique de l'offre macronienne, en un peu allégé, en moins violent. Donc moi je veux bien, à la limite, ça se tient de se dire, le budget aurait été encore pire si on n'avait pas négocié de cette manière. Pourquoi pas? Mais parle pas de politique de l'offre, parce que là, ce budget va pas dans le sens de sortir de la politique de l'offre pour aller plus vers une politique de la demande, quoi. Ça me gêne un peu, vous voyez? Autre mesure, Olivier Faure, que vous avez obtenue, ce sont les repas à 1 euro pour tous les étudiants. Aujourd'hui, les repas à 1 euro, c'est pour les étudiants boursiers, les étudiants précaires, qui, même s'ils ne sont pas boursiers, peuvent demander à en bénéficier. Cette nouvelle mesure, elle coûte... Augmenter les salaires, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que tu demandes aux entreprises, tu augmentes le SMIC par exemple, et même tous les bas salaires, et tu demandes aux entreprises de mieux payer leurs salariés, quoi. Voilà. Ils se démerdent, hein. Ils ont plein d'argent, le patronat, de toute manière. Et à la limite, les petites boîtes qui peuvent pas, tu leur donnes des aides pour qu'ils puissent le faire, quoi, ce genre de choses. Sachant que si tu donnes des aides pour augmenter les salaires, il y a une partie des aides que l'État fournit qu'elle récupère sous forme de TVA. Ça, il faut bien le comprendre. Si quelqu'un qui dépense tout ce qu'il a, qui n'épargne pas parce qu'il est pauvre, tu l'augmentes de 200 €, bon, il va quand même continuer à tout part en consommation. Parce qu'il a pas, ça fait quand même pas suffisamment d'argent pour mettre de côté pour épargner. Ça veut dire que si tu donnes 200 € d'argent public à un Français plutôt populaire, modeste, les 200 €, ils vont repartir en consommation, a priori, et tu as déjà 20% qui repart dans la TVA, qui repart direct dans les caisses de l'État. Donc tu pourrais, par exemple, faire des aides pour que les petites entreprises puissent se permettre d'augmenter les salaires, et les entreprises qui n'ont pas besoin de ces aides, parce qu'elles ont des bénéfices largement suffisants pour le faire, elles augmentent, et puis elles le font, et c'est pas elles qui décident, quoi. Voilà.
Sauf que les entreprises disent oui, mais on sera moins compétitif à l'international. Moi, je veux bien cet argument. Mais là, la politique de Macron, elle fonctionne pas parce que quand on favorise les entreprises, elles créent peu d'emplois et elles augmentent au contraire leurs bénéfices. Donc, normalement, il faut aller taper dans les bénéfices, point à la ligne, quoi. Voilà. 90 millions d'euros. Donc là encore, si je résume, Olivier Faure, grâce à vous, un étudiant dont les parents paient l'impôt sur la fortune immobilière va pouvoir payer son repas 1 euro. Est-ce que c'est vraiment... Oh, Benjamin Duhamel, un coup, on est en mode genre waouh, j'aime bien cette question. Là, c'est l'argument de la droite classique, quoi. C'est pas un peu injuste, les riches aussi peuvent en profiter. Bah, quand t'es de gauche, oui, parfois c'est un peu ça. Parfois, ce que tu fais, même les riches peuvent en profiter, mais c'est comme ça. Quand t'es de gauche et que tu veux un monde avec des services publics, avec l'État-providence, on va dire, on pourrait appeler ça comme ça, bah c'est par essence tout le monde qui peut en profiter de l'État-providence. La sécurité sociale, c'est tout le monde qui en profite. À égalité. Tu n'exclus pas les bourgeois de la sécurité sociale. Parce que dans l'idée même de la sécurité sociale, c'est tout le monde qui doit en profiter parce que c'est un rapport justement collectif à tout ça. Au lieu de se dire, bon, tu prépares ta retraite, tu te démerdes avec une boîte privée, tes soins, tu te démerdes avec une mutuelle privée. Là, c'est non. Tout le monde est obligé de participer au même pot commun, en échange de quoi tout le monde profite de ce pot commun, y compris les riches, y compris les bourgeois. Donc, quand t'es de gauche, vraiment, tu te bats pour tout le monde, hein, à peu près. Bon, ça dépend, mais enfin, pour ces sujets-là. Donc, oui, on s'en fout. Ah oui, des riches aussi pourront profiter des repas à 1 euro. Bah, tant mieux pour eux, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est permet aux pauvres d'en profiter aussi, on prend, quoi. Ça, une conquête de gauche. Mais vous avez été étudiant. Oui. Voilà. Bon, Et je suis pas sûr que j'avais besoin, dans le cas d'espèce, Oui, de payer un repas à 1 euro. Je vais vous dire une chose. Sincère, le Nepo Baby. Bah non, mais moi je suis pété de thunes, donc j'avais pas besoin. Tu l'aurais pas fait, t'aurais pas été prendre tes repas à 1 euro, t'aurais été bouffé au resto avec l'argent de papa. Voilà. doute vraiment que C'est ça le un truc. enfant C'est que qui, s'il y a des gros riches étudiants qui n'ont pas besoin du repas à 1 euro, est-ce qu'ils vont aller chercher leur repas à 1 euro s'ils sont pétés de thunes? Bah non. Ils vont faire des repas à 15 euros qui seront meilleurs. En étant distingués socialement. Moi, je bouffe pas les repas à 1 euro de pauvre, moi je suis riche. À ce moment-là, enfin bref, on s'en fout, c'est un non-sujet ça. Et Pas un euro. je vais vous dire une chose, je doute vraiment que un enfant Ils auraient pu, qui bah tant mieux. a un papa milliardaire Oui. mange Ce qui est pas mon cas, je pour précise. 1 euro. Voilà, je Ouais, pense que d'accord ça avec n'est moi. absolument... Ceux qui peuvent se payer autre chose que le repas à 1 euro iront se payer autre chose qu'un repas à 1 euro. On est d'accord. Arrêtons de nous faire prendre les vessies pour des lanternes. C'est pas des vessies pour des lanternes, Mais Olivier si, Faure, c'est c'est Non, le on est vraiment d'accord gouvernement. là-dessus. Je suis d'accord avec Olivier Faure. Hot take. Alors, je pensais pas dire ça aujourd'hui. Non, je suis d'accord avec Olivier Faure. Je suis d'accord. Pas avec sa décision de laisser passer le 49.3. Mais je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire là. Voilà. Rivo, c'est faux, c'est pas le PS qui a fait voter ça? Ah ouais? Ah, c'est dans le budget, quoi. C'est dans le budget. Après, moi, quand je disais je suis d'accord, si je disais je suis d'accord avec là ce qu'il vient de dire, mais bon, voilà. S'il dit oh là là, il fait froid aujourd'hui, Olivier Faure, je serais d'accord avec lui s'il fait froid, vous voyez. Il faut faire des économies. Est-ce que Oui, bien quand sûr, on mais est pas celle-là. de gauche et Est-ce vous que l'êtes, vous on trouvez ne normal, choisit mais pas, est-ce que on ne vous trouvez choisit pas normal, ces Benjamin combats entre Duhamel, ceux qui en ont besoin et les autres? Non, mais est-ce que vous trouvez normal que dans les rues de Paris, vous ayez des queues devant les soupes populaires avec des étudiants qui viennent parce qu'ils ne peuvent pas manger? Bien, moi, je crois qu'effectivement, Olivier le Faure. mieux qu'on puisse faire, c'est de dire que ces étudiants-là... Attends, c'était voté depuis 1 an par l'Assemblée nationale? Mais ça n'avait pas pu être mis dans le budget? Attends, mais je comprends pas, parce que si ça avait été voté il y a 1 an, comment ça se fait que c'était pas déjà appliqué? Ça a été voté, mais il fallait encore le faire passer dans le budget? Je comprends pas. Là, je comprends pas pour le coup, ce que vous me dites. C'était 1 an que ça a été voté, mais pourquoi c'était pas déjà le cas alors? Ah, c'est là que j'ai encore des lacunes en comment fonctionne le Parlement. Hein. Bayrou a sauté avec le budget. Ok. Genre, ça avait été voté pour être dans un budget, un éventuel budget Bayrou qui a jamais été fait? Décret d'application? Bon, par l'expliquer, je crois que ça a sauté avec Bayrou. Ok, ouais. De toute façon, bah, c'est un peu compliqué. Parce que 49.3 Bayrou. D'accord. Ok. Non, mais du coup, attendez. C'est-à-dire que c'était censé être dans le budget Bayrou, sauf que Bayrou, il est passé par 49.3 sans mettre ça dans le budget. C'est ça? Et là, du coup, le Cornu, il décide de le mettre dans son budget quand même. Donc, du point de vue d'Olivier Faure, il peut dire c'est une victoire. Vous voyez? Bon, je sais pas. pourront désormais manger Olivier pour 1 euro. Faure. Ceux Si qui vous vont à la- voulez- Olivier Ok, Faure, donc pardonnez-moi. c'est ça. Mais je veux dire, là, il passe par un 49.3 aussi, le Cornu. Donc, il aurait pu décider de ne pas mettre ça dans le budget, dans son budget. Et s'il le met, c'est justement pour s'acheter le PS. Et demain, oui, Ceux mais qui enfin, vont à la soupe populaire, aujourd'hui, bénéficient déjà Ça de fait combien ça. de temps qu'on n'a pas eu le budget voté? Bah là, il y a eu la loi spéciale, donc c'est pas un vote du budget, mais il y a eu la loi spéciale. Attends, tu veux dire 149.3? Bah c'est 2021. 2021, le dernier, enfin le budget de 2021 pour 2022, le dernier budget qui a été voté. Parce que c'est depuis 2022, avec Elisabeth Borne, que tous les budgets sont passés par 49.3 pour la simple et bonne raison, c'est qu'à partir de 2022, les macronistes et leurs alliés n'avaient plus la majorité absolue. Ils l'avaient plus ou moins avec LR, mais LR faisait semblant d'être dans l'opposition. Et du coup, là, ils sont passés par 49.3 en se disant on peut y aller parce que LR va pas nous censurer de toute manière.
Voilà, mais ils sont passés par 49.3 pour cette raison-là. Ils n'avaient plus de majorité absolue. Donc en 2022, en 2023, c'est passé par 49.3. En 2024, il y a eu loi spéciale, puis après, Bayrou qui arrive à faire passer son budget par 49.3 aussi, et là encore par 49.3. Donc ouais, c'est depuis 2022, quoi. Pas à 1 euro dans les Mais crousses. non, En 2022, on vote le budget pour 2023. Faites attention, c'est décalé d'un an. c'est que vous avez des étudiants qui sont toujours dans les soupes populaires. J'ai été faire les queues avec eux, j'ai été discuter avec eux, et je vois bien de quelle population il s'agit. De gens qui sont parfois juste au-dessus du niveau des bourses, soit des gens qui ont redoublé et qui n'ont plus accès à leurs bourses, et qui donc n'ont pas aujourd'hui la possibilité de manger à leur faim normalement. Si vous voulez demain un pays qui soit un pays prospère, qui puisse continuer à être parmi les premiers dans la compétition internationale, vous avez besoin d'étudiants qui étudient dans de bonnes conditions, pas des gens qui se posent chaque jour la question de savoir comment ils mangeront le soir. Oui. Donc oui, C'est vrai, je c'est vrai. prétends... Alors moi, c'est ça le truc qui me saoule un peu quand on a ces interviews, c'est qu'il est en mode genre, bah oui, effectivement, il a raison. Mais le truc, c'est que les petites mesures qu'il a réussi à arracher au budget Le Cornu, ok, on peut dire que ça va dans le bon sens. Oh, le repas à 1 euro, bah oui, nous on est pour. Très bien, tant mieux. L'augmentation de la prime d'activité, bon, moi je préférais que ça soit qu'on augmente les salaires via le privé, mais bon, quand ils disent il y a une augmentation de la prime d'activité, il y a certains Français qui vont en bénéficier. Ok, pourquoi pas, effectivement, j'ai pas envie de cracher là-dessus. Mais la question qu'il faut se poser, c'est que à faire ce compromis, cette compromission avec Le Cornu, ça permet d'avoir ces petites avancées-là, mais quelles avancées on aurait pu avoir en étant plus politique dans son approche, en décidant par exemple de tenir la ligne du NFP, censurer tout gouvernement parce qu'il est illégitime, repartir dans des législatives, comme je disais tout à l'heure, augmenter les rangs du NFP à l'Assemblée nationale avec une belle campagne comme il s'est passé en 2024, bah peut-être qu'on aurait pu obtenir beaucoup plus, quoi. Donc ça, c'est toute la question aussi de quand on est de gauche et qu'on fait de la politique réformiste, on va dire, qu'on prend part aux institutions, c'est où est-ce que tu mets le curseur, quoi. Est-ce que chaque toute petite avancée, c'est bien? Ou est-ce que chaque toute petite avancée, eh ben, c'est un frein à faire des avancées plus grosses, quoi. Ça, c'est un débat qui est ultra central à gauche, quoi. Même quand on parle avec des révolutionnaires, ils sont en mode les luttes ouvrières. Leur ligne, c'est 1936, la grève générale, le Front populaire. Il y a eu des vraies avancées pour les travailleurs, certes, mais ces avancées ont été faites au prix de il n'y a pas eu la révolution prolétaire. Donc en vrai, il y a toujours cet arbitrage-là à en faire. De quoi tu te contentes? Ou est-ce que tu as envie d'aller plus loin? Et bah, moi, je trouve que ce qu'on peut conclure de toute cette manœuvre, c'est que le PS, fidèle à eux, ils se contentent de vraiment pas grand-chose, y compris quand ça empêche de pouvoir aller plus loin. Et moi, c'est pour ça que j'aime pas le PS, typiquement. Parce que moi, j'aimerais une société qui vraiment, voilà, un peu plus de radicalité dans les propositions et dans les avancées. Pitié, quoi. Voilà, au final, c'est ça peut-être qui définit le mieux le PS et pourquoi nous, là, sur ce chat, on les aime pas. C'est qu'ils se contentent de vraiment pas grand-chose alors que l'heure est grave, quoi. Voilà. Cette mesure est une bonne mesure. Donc, universelle, une aide pour tous les étudiants, quel Oui, que soit le bien revenu de leurs sûr. parents, quel que soit leur Cette mesure est une bonne mesure, mais si cette bonne mesure empêche, in fine, d'avoir de très très bonnes mesures, bah c'est pas bien, quoi. Voilà. Bien sûr, mais la réalité, c'est que vous savez très bien que les enfants de Monsieur Arnaud n'iront pas manger au Crous à 1 euro. Ça, c'est ce que vous dites, vous. Eh bien, écoutez, Merci. Oh non, Ils bah sont attends, si ils peu ont passé la moitié de la conversation sur le débat un peu nul de est-ce que les milliardaires iraient manger au Crous à 1 euro. Oh. nombreux que de toute façon, c'est pas eux qui coûteront le plus cher. Merci beaucoup, Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste. Le mieux est l'ennemi du bien. Bah, ça se tient, c'est une position. Mais là, vraiment, c'est de la politique. Plusieurs visions. Des visions vraiment, des gens ils se disent le mieux est l'ennemi du bien, vaut mieux avoir des toutes petites avancées que rien du tout. Mais je trouve que c'est un peu désespérant de penser comme ça, quoi. C'est admettre le fait qu'en fait, on est coincé, quoi. On est coincé dans un système qui marche pas bien et que voilà, on peut essayer de tenter dans la gestion de ce système, essayer de faire des trucs un peu moins pires que les autres. Ou alors on peut se dire non, à un moment donné, c'est politique, on est prêt même à prendre des risques électoraux, je ne sais quoi, pour tenter d'aller plus loin. Moi, je suis de cet avis-là. Je suis de cet avis-là, quoi. Voilà. Mais ça, après, c'est des trucs en mode. C'est deux visions différentes qui s'affrontent, quoi. On peut même pas dire qu'il y en a un qui a raison sur l'autre. Moi, je pense que j'ai raison parce que je suis de gauche radicale. Mais quelqu'un qui est de centre-gauche qui dit de toute façon, en vouloir trop, on va finir par rien avoir. Donc autant tenter de faire peser un tout petit peu la balance dans la bonne direction parce que c'est ça ou rien. J'entends l'argument, mais je trouve que c'est vraiment dépolitisant au possible et c'est désespérant. C'est acter le fait qu'on va pas pouvoir vraiment changer le monde. Et moi, je me bats contre ça, pour le coup. C'est à l'encontre de ce pourquoi je me bats, quoi. Voilà. Du coup, on perd de vue les vraies luttes. Tout à fait. De toute façon, c'est pour cette raison-là que nous autres, gros gauchias, on n'aime pas le PS. C'est en mode genre, oui, mais non, on veut vraiment que le monde soit meilleur, quoi. On veut vraiment l'améliorer, ce monde-là. On a envie de l'améliorer pour de vrai. Et pour ça sera pas avec des mesurettes. Et le PS, c'est le parti des mesurettes parce qu'on peut pas vraiment faire autre chose, quoi. Et donc... moi, je trouve ça désespérant et voilà. Moi, je me bats contre ça, personnellement, et je pense que dans le chat, vous êtes tous d'accord avec moi. Non? En tout cas, ceux de la VOD YouTube, là, ceux qui regardent, si vous êtes d'accord avec moi, likez la vidéo et abonnez-vous, n'est-ce pas? Allez,
Bisous, à bientôt pour le tout dernier épisode. Là, c'est l'avant-dernier épisode de ce grand feuilleton budgétaire. Le season final, c'est très bientôt, ça arrive. Voilà, quand le budget sera passé, on fera le season final et après, on change de série parce que c'est fatigue celle-là. Voilà.